Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez tout juste sur le plateau de votre matinale. Soyez les bienvenus puisqu'on va passer une bonne demi-heure ensemble dans la joie et la bonne humeur. Alors si vous avez prévu de rester avec nous, bien prenez de quoi boire, prenez de quoi manger, prenez de quoi tout simplement passer un bon moment en notre compagnie. Je vous propose tout de suite de découvrir le programme de cette matinale du 4 juillet. L'actu d'abord, nous reviendrons sur l'appel de l'Association des maires de France. Dans plusieurs communes vendéennes, des rassemblements ont eu lieu devant les mairies hier à midi. Les premiers édiles voulaient apporter leur soutien aux maires de l'Haye-les-Roses et demander le respect de leurs fonctions. À découvrir également dans le journal les classes bleues. Comme chaque année un peu partout dans le département, des cours sont organisés pour apprendre à nager. Un enseignement essentiel. L'an dernier encore, 1000 décès en France avaient pour origine une noyade accidentelle. Enfin, nous ferons un détour dans le journal par Vendée Miniature. Une nouvelle exposition vient de débuter. Une expo originale puisqu'elle est faite en Lego. Vous le verrez, c'est une plongée dans les grandes inventions du début du XXe siècle. À découvrir dans quelques instants également vos chroniques du jour. Le Plus Info, on fera un point sur l'adaptation du territoire vendéen au changement climatique. Quelle culture et surtout comment produire pour le monde agricole du département. À retrouver dans la chronique Asso. La dernière de la saison d'ailleurs, la fête nautique. Le comité des fêtes de Marais-sur-Lay reçoit Colline et espère accueillir aussi de nouveaux bénévoles pour cet événement au bord du lait prévu début août. Dans l'extrait enfin, on parlera de backstage. Les fondateurs de la troupe Alagos seront les invités de l'émission. Vous découvrirez un numéro de leur spectacle nommé Tortuga. Et puis un dernier rappel pour ceux qui l'ont manqué, nous recevions ce matin une entreprise qui fête ses 20 ans, un invité de la matinale qui s'est certainement déjà invité sur le rebord de vos tables pour l'apéro. L'entreprise Passo fête son anniversaire. Alors à 8h15, nous recevions Karl Bourdeau, directeur marketing et communication. Nous avons fait le point sur les projets de l'entreprise avec un petit coup d'œil forcément dans le rétro. Voilà ce qui vous attend pour la prochaine demi-heure. Un petit coup d'œil dans le rétro, je viens de vous le dire. Un autre désormais sur la météo. La pluie est de retour, présente sur le territoire comme hier matin. Les averses seront toutefois plus fréquentes et la pluie plus abondante que ce lundi. Pour les températures, 18 en moyenne sur la côte et dans nos terres. La minimale sera située dans le quart nord-est du département, 17 à Montaigu-Vendée et la Châtaigneraie. Dans l'après-midi, le soleil devrait marquer un retour fugace puisqu'il se montrera entre les nuages et les averses. Côté mercure de 21-23 degrés dans le territoire. Pour le plus chaud en Vendée, rendez-vous à la frontière entre le département et les Deux-Sèvres, 23 degrés à Saint-Hilaire-de-Voust. Un coup d'œil désormais sur vos marées à présent. En ce moment, l'océan se retire. Marée basse prévue à l'heure du déjeuner. Il sera à 12h01. D'ailleurs, empruntez le passage du Gois entre 10h45 et 13h45. Avant, c'est trop tôt et après, vous vous en doutez, c'est trop tard. Donc, évitez d'embourber votre voiture. La marée haute à venir, elle est prévue à 18h25 avec un coefficient de 90. Des coefficients qui continuent d'augmenter. 88 pour l'autre marée montante du jour. C'était avant la matinale à 6h07. Et on termine comme de coutume avec vos marchés du jour. Il y a de très nombreux rendez-vous sur les étals vendéens. On peut noter Dompierre-sur-Yon, La Roche-sur-Yon, Landronde et si on va un peu plus au sud, au sud-ouest, Talmont-Saint-Hilaire. Le marché est ouvert depuis 8h. Vous avez encore du temps pour profiter de ce marché. Alors restez avec nous. Il est situé donc à Talmont-Saint-Hilaire sur la place du Perret et il est couvert surtout si vous avez peur que vos fruits ou légumes prennent la pluie. Au moins, ils seront déjà lavés. On souhaite une bonne fête aux Florent. Et maintenant que c'est fait, je vous propose qu'on passe au journal. À l'appel de l'Association des maires de France, de nombreux élus vendéens se sont rassemblés devant leur mairie à 12h pour présenter une réaction unie. Non aux violences et aux dégradations, non plus aux attaques dont sont victimes les représentants de l'État. Pour mémoire, l'appel a été lancé suite à l'attaque du domicile du maire de l'Haye-les-Roses. La rédaction a suivi différents rassemblements aux quatre coins du département. Une sirène à Mouzeuil-Saint-Martin comme dans bon nombre de communes de France. Signal de ralliement au rassemblement républicain souhaité par l'Association des maires de France en réponse aux agressions d'élus et violences urbaines qui secouent le pays depuis la mort de Naël à Nanterre. On ne peut plus. On dit aujourd'hui stop, c'est terminé, il faut se lever. Et en effet, l'appel des maires de France a donné cette... Alors certes, difficilement, puisque nous avons eu cet appel dimanche en fin d'après-midi, dans l'après-midi, et nous avons dû évidemment motiver tous nos maires hier soir. Nous avons lancé l'appel dès hier soir sur tous nos maires, toutes les mairies de Vendée, tous les maires de Vendée, pour leur dire que la démocratie, elle était là, et que nous sommes des remparts. Les maires sont des remparts pour la démocratie.
Chacun devant sa mairie, c'était le mot d'ordre. Exemple ici à Saint-Jean-de-Mont et Fontenay-le-Comte. Un message d'apaisement en cette période trouble avec beaucoup de violence. Nous sommes les garants évidemment de la République et nous souhaitons évidemment déclencher un signal d'alerte auprès bien sûr du gouvernement et de nos concitoyens pour dire trop c'est trop. La Roche-sur-Yon a été la cible d'une trentaine d'individus cagoulés et équipés de barres de fer dans la nuit de vendredi à samedi. Ils s'en sont pris au poste de police avancé et au commerce du quartier de la Garenne. Les forces de l'ordre sur place ont été confrontées à des tirs de mortier. Moi, ce qui me fait extrêmement peur, c'est la jeunesse de ces violences. Des gamins qui ont entre 12 et 18 ans, qui se croient tout permis, qui n'ont plus aucune image d'autorité, qui leur dit que pour profiter des bienfaits de la République, il y a aussi des devoirs à respecter. Et ça, il va falloir que nous allions sur le terrain, le réexpliquer à des jeunes qui sont forcément en souffrance. On ne fait pas ça quand on n'est pas en souffrance. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes place Napoléon, aux côtés des barons de la politique vendéenne. On ne peut pas laisser la République en difficulté sans que les élus de la République puissent dire stop. Rien, je dis bien rien, ne peut justifier un tel déferlement de violence. On a mis en place un certain nombre de choses. D'abord, ne rien laisser passer, systématiquement déposer plainte et puis évidemment arrêter les personnes qui en sont les auteurs. Luc Boire fait état de forces de l'ordre mobilisées, présentes et visibles. Merci pour votre présence. Jeudi dernier, le MEDEF Vendée s'est rassemblé pour son assemblée générale en présence du président national Geoffroy Roux de Bézieux. Au cœur de la soirée, les dirigeants ont abordé l'innovation et 5 entreprises vendéennes ont été récompensées. Autre sujet au cœur des échanges, la transition énergétique et l'impact des dernières crises comme le Covid ou encore la guerre en Ukraine. L'innovation, c'est quelquefois des micro-innovations. On peut innover en étant dans le meuble en bois, on peut innover en étant dans, je sais pas moi, les couverts, les casseroles, tout ce que vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas que les startups, c'est pas que l'intelligence artificielle. Bien sûr que c'est important, bien sûr que c'est passionnant, bien sûr qu'il en faut. Il faut que l'Europe et la France soient présentes, mais je pense qu'il est tout aussi important, pas plus important, mais tout aussi important que les PME traditionnelles soient capables d'innover, parce que sinon on est rattrapé par d'autres pays qui font les mêmes produits mais avec des coûts salariaux, des modèles sociaux moins chers. Tout autre chose à présent, le nombre de décès par noyade a doublé en 8 ans dans le département. Selon les services du SDIS, 50 personnes se sont noyées en 2022 contre 23 en 2015. En France, c'est la première cause de décès de la vie courante chez les moins de 25 ans. Alors, plusieurs municipalités organisent des stages pour apprendre aux plus jeunes à nager en toute sécurité. Illustration ce matin avec une classe bleue de Fontenay-le-Comte. Reportage Alix Lanos. Regarde la copine, comment elle s'allonge bien, la copine. Regarde comment elle fait. Oh là 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 là, toute seule. Toi aussi, tu sais faire? Au bord de la piscine, le maître nageur ne donne pas de consignes précises, mais encourage les élèves. Ils ont entre 4 et 6 ans. À cet âge, la coordination n'est pas toujours suffisante pour apprendre à nager. Le but ici est donc simplement de se familiariser avec l'eau. C'est comme la baleine en fait. Et en plus, la baleine, elle fait ça. Et aussi, j'ai récupéré dans les anneaux, des anneaux au fond de l'eau. Maître nageur depuis 25 ans, Yann Serpollet a reçu une formation spécifique de 5 jours pour encadrer ses élèves de maternelle. Ne pas donner les solutions, ne pas chercher l'objectif réussite, c'est vraiment laisser l'enfant évoluer à son rythme, un petit peu à l'instar de ce qu'on fait aussi avec les bébés dans l'eau. Derrière, on retrouve des enfants beaucoup plus à l'aise dans l'eau, qui ont la capacité de laisser leur corps flotter et de ne pas être en panique dans le milieu aquatique surtout. Ne pas paniquer et savoir flotter, c'est tout l'objectif de ce dispositif d'aisance aquatique. Baptisé Classe Bleue, il fait partie du plan de prévention des noyades lancé par l'État. C'est la première année qu'on met en place des classes bleues. L'idée, c'est les enfants de 4 à 6 ans, de leur apporter l'aisance aquatique par une période de 15 jours intensive où ils sont présents à la piscine tous les après-midi de manière à pouvoir être en aisance totale à la fin de la séance. Un stage intensif qui permet une véritable progression de l'enfant et qui pourrait sauver des vies. Chaque année en France, les noyades accidentelles sont responsables d'environ 1000 décès.
L'été sera-t-il aussi chaud que l'an dernier? Pour le moment, difficile à dire, mais anticiper ne coûte rien. Dans les centres communaux d'action sociale, des registres sont créés chaque année pour rendre visite aux personnes vulnérables en temps de crise. À Challans, par exemple, vous pouvez vous inscrire si vous avez plus de 64 ans ou que vous êtes porteur d'un handicap. C'est sur la base du volontariat. Lorsque le thermomètre s'affole, vous serez appelé par la mairie où une équipe viendra vous rendre visite pour vous tenir compagnie et s'assurer surtout que vous êtes en bonne santé. La personne qui souhaite s'inscrire a deux possibilités. Un, de télécharger la fiche qui est sur le site internet de la ville de Challans, ou alors de contacter directement le CCAS. Les agents vont donc l'inscrire sur ce registre, sur cette liste, et elle sera contactée en cas de forte chaleur pour s'assurer que tout va bien, et si ce n'est pas le cas, de mettre en place les actions nécessaires. Et quand la personne émet des besoins, un agent peut se déplacer pour apporter un pack d'eau, et puis ou alors faire le lien aussi avec les différents services, que ce soit les pompiers, le SAMU, en fonction de ce que la personne aussi nous remonte lors de ses entretiens téléphoniques. C'est vraiment être dans la prévention et de pouvoir accompagner au mieux la personne qui est fragilisée ou qui est isolée. Une idée de sortie à présent dans votre journal. Depuis samedi, une exposition sur les innovations, les inventions et les personnages célèbres du début du XXe siècle prend place au sein de Vendée Miniature. Particularité de cet événement, toutes les maquettes sont réalisées à l'aide de Lego. Une expo colorée à découvrir d'ici la fin de l'année. C'est déjà fait pour Colline Davy, plonger avec elle dans l'histoire du début du XXe siècle, revisitée avec les petites briques danoises. Vendée Miniature, c'est cette représentation de la campagne vendéenne en miniature. Pour aller au-delà de cette exposition permanente, une nouveauté se cache derrière ce rideau. Même époque, même taille, mais géographie différente. Donc on est sur Paris 1920, avec ses omnibus, ses voitures surtout. Et puis donc cette activité intense du centre des grandes villes. À côté, donc, on a mis en avant Jules Verne avec 4 grandes thématiques. Vous avez de la Terre à la Lune, qui est juste ici, donc avec la conquête spatiale. Vous avez aussi les objets volants, juste ici. Vous avez aussi la conquête des océans et des mers avec 20 milieux sous les mers. Et enfin, vous avez cette maison d'acier géant vapeur. Les grandes découvertes sont reconstruites en Lego, un moyen pour le musée de démocratiser la maquette. Les Lego, tout le monde connaît, c'est devenu un objet du courant pour toutes les familles françaises, entre autres. Et du coup, les petits, les grands connaissent. Et c'est pour mettre en avant et démocratiser la partie maquette, en fait, puisque finalement, ce que vous voyez dans le musée, ce que vous voyez ici, ce sont des maquettes, mais utilisées différemment. Et pour que tout le monde trouve sa place, des ateliers sont mis en place tous les jours de la semaine pour les enfants jusqu'à 12 ans. L'idée, c'est de les faire pratiquer, travailler la maquette à petite échelle, et puis aussi de rentrer dans cette histoire où on a notre personnage, donc Ernest, qui est un aviateur-inventeur, qui a traversé le temps et qui a atterri ici, et qui veut repartir donc début XXe siècle, et il faut l'aider à recréer ses machines. Donc les enfants sont bienvenus pour aider Ernest à repartir. Si ces ateliers se terminent fin août, l'exposition restera en place jusqu'à la fin de l'année. Livre Tout le monde d'Élise Gravel et Rêveur de Marc Janssen, lauréat du prix des jeunes lecteurs vendéens. Élise Gravel est récompensée dans la catégorie 3-6 ans. Quant à Marc Janssen, son titre est attribué dans la catégorie plus de 6 ans. Particularité du vote cette année, 4300 enfants se sont improvisés jurés, du jamais vu. Depuis 2007, le prix des jeunes lecteurs vendéens permet aux enfants de découvrir les joies de la lecture. Tout le monde traite de la différence, de la citoyenneté, de l'estime de soi. Et puis Rêveur traite aussi finalement un petit peu de l'estime de soi et de ce que l'on voudrait être plus tard et de comment on pourrait l'atteindre. Les enfants, il n'y a même pas eu de mystère, ils ont voté en masse pour ces ouvrages-là. Il faut dire aussi que cette année, on a un petit peu explosé les scores au niveau des participants. On a eu 78 structures sur le département vendéen à participer au prix et on a eu quasiment 4300 enfants qui ont voté. On a doublé en fait par rapport à l'année dernière.
L'actualité s'achève, mais nous passons tout de suite à la suite de votre programme avec d'abord la météo détaillée de ce 4 juillet. Ce matin, la pluie s'invite sur le territoire vendéen. Personne ne sera épargné par les gouttes et les nuages. Pour les températures, 18 en moyenne. La minimale, c'est à Montaigu-Vendée, la Châtaigneraie, 17 degrés. 18 à La Roche-sur-Yon, 18 à Châlons, à Luçon, mais aussi le long de la côte de Bouin, à l'Aiguillon-la-Presqu'île. Du côté de l'Île-Dieu, il fera 19, c'est la maximale pour cette matinée. Un petit rappel pour l'après-midi. Attention, même si le soleil devrait revenir, il sera quand même masqué par des nuages et quelques averses. Des orages sont même localement prévus du côté de Châlons et Montaigu-Vendée. La suite du programme pour le prochain quart d'heure, on va tout simplement retrouver la chronique Asso. Nous prendrons la direction de Mareuil-sur-Lay pour la fête nautique. Au programme des animations, un grand vide-grenier et surtout le traditionnel défilé de bateaux. Pour animer tout cela, vous le verrez, ils ont besoin de bénévoles. À retrouver aussi l'extrait du jour. Nous partirons à la découverte de la troupe Alagos. David et Émilie sont sur le plateau de Backstage pour présenter leur spectacle mêlant danse, chorégraphie et tranche de vie. Vous connaissez la suite ? On revient à présent sur le Plus Info. Le dérèglement climatique se fait de plus en plus ressentir dans le monde et particulièrement en France. Vous le savez peut-être, si le climat se réchauffe de 3,2 degrés à l'échelle planétaire d'ici 2100, cette hausse serait de 4 degrés en France. Avec de telles données, à quoi ressemblerait la Vendée ? C'est la question que se sont posées récemment les agriculteurs vendéens réunis dans un congrès. Pour les éclairer, Serge Jacquin, un agroclimatologue, est venu présenter plusieurs projections. La Vendée agricole en 2050, c'est votre plus du jour. Il faut savoir que la Vendée sera particulièrement concernée par le changement climatique, plus que la Bretagne, plus que le Nord-Pas-de-Calais et la Normandie, mais moins quand même que la région méditerranéenne. On aura quand même des évolutions très conséquentes, par exemple des vagues de chaleur qui pourront être multipliées par 5 en termes de fréquence et par 3 en termes de durée. Des précipitations qui pourraient diminuer sur la période estivale et en même temps on aurait moins d'eau disponible pour les plantes puisqu'il fera plus chaud, il y aura plus d'évaporation. Donc on a quand même des impacts climatiques qui sont très importants pour la Vendée et il faut que l'agriculture les intègre dès maintenant pour préparer en fait des plans d'adaptation d'ici 2050. On remarque assez rapidement que le climat aquitain va envahir la région vendéenne et même tout le Poitou-Charentes et même le sud de la Bretagne. On a le climat aquitain qui remonte et dans ce climat aquitain on retrouve beaucoup de vignes, donc on pourra avoir de nouveau le développement de la vigne dans la Vendée, l'arboriculture également, peut-être de l'abricot, peut-être de la pêche d'ici 2050. Donc en fait c'est un paysage complet qui va changer, que ce soit au niveau des forêts, que ce soit au niveau des écosystèmes, des espèces présentes et de l'agriculture. Et suivant les scénarios, dans le scénario le plus chaud, on pourrait même avoir le climat méditerranéen qui pourrait frapper aux portes de Bordeaux, donc pas très loin de la Vendée. Donc la garrigue qui pourrait progressivement au sud de la région remplacer les paysages qu'on a actuellement. Le maïs va perdre du rendement d'ici 2050. On est à peu près sur moins 15, moins 20% en moyenne de rendement. Il y aura de bonnes années, de très mauvaises années comme en 2022. Donc des pertes économiques, des pertes de rendement, ce qui suppose que le maïs n'est pas adapté à un climat futur, du moins sans l'irrigation qu'on a actuellement. Il faut se projeter plus loin en fait que savoir s'il faut irriguer ou non, s'il faut avoir de nouvelles variétés plus résistantes à la sécheresse, puisque le changement climatique est plus rapide que tout ça. Il faut par exemple investir dans de nouvelles filières agricoles. On aura par exemple du potentiel pour le sorgho, bien sûr c'est très progressif. C'est pas d'un coup qu'on détruit une filière, très progressivement on aura une part de sorgho qui va devenir de plus en plus présente. Le tournesol aussi a des racines plus profondes, il se cultive sur la même période et il répond au CO2 contrairement au maïs, la photosynthèse est accrue avec l'augmentation de CO2. Donc le tournesol aussi est une très belle opportunité. On a d'autres opportunités comme le colza et des choses plus nouvelles aussi, comme par exemple progressivement l'arrivée par le sud des légumes du soleil, des légumes, de ce qu'on retrouve par exemple en Espagne, on aura de nouvelles filières qui vont se développer sur le territoire, qui pourront remplacer ce qu'on cultive en Espagne, qui sera plutôt en désertification. Et pour tout savoir de ce que pourrait devenir le globe dans les prochaines années, nous ne pouvons que vous renvoyer vers le 6e rapport du GIEC. Celui-ci est disponible en ligne.
Et pour votre dernière chronique asso de la saison, Colline Davy s'est rendue à Mareuil-sur-Lay à la rencontre du comité des fêtes municipales. Les élus cherchent de nouveaux bénévoles pour faire vivre la fête nautique. Le rendez-vous est prévu le 5 août prochain avec un vide-grenier, des animations musicales, mais surtout, un défilé de bateaux sur le Lay. Ils aimeraient doubler le nombre d'embarcations engagées pour cet événement. Bonjour à tous, aujourd'hui vous le voyez on est au complexe sportif de Mareuil parce qu'il y a la fête nautique qui approche. C'est quoi la fête nautique? Donc la fête nautique, d'abord c'est prévu le samedi 5 août, ici. Dans la journée, nous trouverons donc le vide-grenier, une bonne partie de la journée, différentes animations pour les enfants comme des structures gonflables, mais aussi de pêche au canard. Et les Olympiades du CME le matin, et le clou de la soirée, ça sera donc le défilé des bateaux. Et alors ce défilé des bateaux, c'est une grande tradition ici, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, la municipalité fournit des radeaux et l'objectif, des particuliers ou des associations construisent presque une œuvre d'art qui est en fait merveilleuse à regarder le long du Lay. Et donc pour que ce défilé soit une réussite, il vous faut plus de personnes avec des bateaux, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Donc nous avons actuellement un certain nombre de bateaux qui ont été sélectionnés et malheureusement il nous en manque encore pour que la fête soit vraiment complète et meilleure, quoi. Plus jolie à regarder évidemment, plus il y a de bateaux, mieux c'est. Et comment on participe alors, comment on s'inscrit? Il faut contacter la mairie de Mareuil et donc on aiguille les candidats. On leur fournit les radeaux de 3 mètres sur 3 où ils peuvent installer leur création sur le thème qu'ils veulent. Il n'y a pas de limite au niveau du thème. Donc ils ont cet espace de 3 mètres sur 3 mètres sur un radeau, sur une plateforme, à eux après de créer et de prévoir. Et de prévoir aussi bien sûr les éclairages parce que c'est ça qui fait qu'en pleine nuit, les bateaux sont extrêmement jolis à regarder, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un âge limite ou des conditions particulières à respecter? Oui, il faut avoir au moins 10 ans. C'est par rapport aux problèmes de sécurité, bien sûr, parce que les bateaux naviguent sur l'eau, bien sûr. Et effectivement, même si tout l'équipage possède un gilet de sauvetage, on y met quand même des limites. Donc 10 ans, c'est l'âge limite. Et ensuite, il faut aussi une attestation de savoir nager. Et bien, vous l'avez compris, si vous savez nager et que vous voulez rendre la fête encore plus belle, n'hésitez pas à postuler. Les coordonnées vont s'afficher juste en bas de l'écran. Et puis moi, je vous laisse, je vais déjà aller admirer là où passeront tous les bateaux. Et vous l'avez entendu, le défilé existe depuis une quarantaine d'années, alors mobilisez-vous si vous habitez dans le coin. C'est une chouette fête à découvrir, mais désormais ce qu'on va découvrir, c'est l'extrait du jour. Nouvel épisode de Backstage, là encore le dernier de la saison. Pour l'occasion, David Auvinet reçoit en plateau les fondateurs de la troupe Alagos, David et Émilie. La troupe propose une grande variété de spectacles. Regardez. On travaille sur des spectacles fixes, mais aussi sur des déambulations avec des échassiers. On a vraiment développé au fur et à mesure, on est revenu à l'art de rue, de pouvoir aussi proposer nos spectacles en fixe, de pouvoir les proposer dans un format de déambulation, donc avec acrobates, danseurs, échassiers qui peuvent intervenir sur des espaces plus grands, intervenir sur d'autres types de manifestations aussi. Ça nous évite d'avoir un espace scénique, un public. On peut venir dans les rues, dans les salles de fêtes, dans les centres commerciaux, voilà, ça nous donne aussi une possibilité d'exercer notre art dans des endroits qui ne sont pas forcément adaptés pour accueillir un spectacle, et on s'adapte à tout type de terrain. L'adaptabilité, parlons-en, parce que vous allez nous proposer après le spectacle, une partie du spectacle Tortuga. Pourquoi avoir choisi celui-ci d'ailleurs, David ? C'était, pour moi, c'est ce qui correspond le mieux à ce format-là. C'est vraiment là, on va vous présenter une partie un peu festive du spectacle. Donc c'est un tableau un peu de taverne avec de la danse, des acrobaties. Je vous dévoile pas tout, mais c'est ce qui se prête le mieux à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais il faut dire que dans ce style de spectacle, on a des choses qui prennent énormément de place qu'on n'aurait pas pu faire, comme de l'aérien, des scènes de bataille, enfin de combat qui demandent plus de place, même si là on va quand même prendre les épées pour faire un petit peu une démonstration. C'est un spectacle qui donne la pêche et qui donne le sourire, je trouve. C'est sympa.
Voilà On pour la travaille troupe sur, à Lagos. Non, ce n'est pas le bon moment pour l'extrait du jour, on vient de le voir, donc on va refermer ça. Par contre, ce qu'on va ouvrir désormais, c'est le jeu de la matinale. Le jeu de la matinale, vous le voyez, il débarque. Alors, je vais vous poser la question de la semaine. Quel est le coureur vendéen de la team Total Énergie pour le 110e Tour de France? Si vous avez la réponse, rendez-vous sur notre site tvvendée.fr. Vous pourrez tout simplement bien découvrir les indices. D'ailleurs, voici celui du jour. Il est rentré dans l'équipe en 2017 lorsque celle-ci s'appelait Direct Énergie et rendre ensuite votre réponse sur notre site tvvendée.fr. Voilà pour cette partie de la matinale. Je vous souhaite une très bonne journée. Demain matin à 7h, vous retrouverez Caroline Tronche. Bonne journée et à bientôt sur TV Vendée.